Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à vous aujourd'hui afin de vous parler de mon TFE sur le sujet du logement de transit pour sans domicile fixe, dont la problématique plus précise est quels sont les leviers urbanistiques et architecturaux pour favoriser le développement de logements de transit pour femmes et enfants en région de Bruxelles-Capitale. Donc ce sujet de TFE a émergé au cours de ma troisième année de bachelier. Donc effectivement, lors de celle-ci, nous avons dû, au cours de socio-anthropologie, effectuer un travail sur des femmes d'âge vieillissant ayant eu des difficultés à se loger. Donc lors de cet exercice, j'ai pris l'initiative d'interviewer une jeune femme sans domicile fixe que nous appellerons Clara. Et c'est grâce à cet entretien que j'ai pu me rendre compte des difficultés auxquelles elle était confrontée chaque jour, tout d'abord en tant que personne sans abri, mais également des dangers en tant que femme en rue. Donc je peux donc dire que ce sujet émerge en quelque sorte de l'accomplissement des diverses réflexions que j'ai pu me faire au cours de mes études. Voilà, donc cette présentation va se décliner en différentes parties. Donc tout d'abord, j'aborderai la méthodologie de recherche qui a été développée tout au long de ce travail. Cette méthodologie a vraiment été décisive dans l'élaboration de celui-ci. Donc dans un second temps, je présenterai des analyses générales sur la problématique du sans-abrisme, ainsi que les différentes typologies de services qui sont mis en place à l'heure actuelle en Belgique. Donc ensuite, nous ciblerons l'oral de façon plus précise sur la problématique par le biais de la deuxième grande partie du mémoire. Donc nous aborderons brièvement l'état actuel du sans-abrisme à Bruxelles, donc par le biais de recensement ou encore de diverses cartographies. Nous établirons également les différents leviers urbanistiques et architecturaux qui sont nécessaires à la mise en place de logements de transit pour femmes et enfants. Et nous verrons comment le projet se décline à l'échelle urbanistique et architecturale afin d'activer ces leviers. Donc pour conclure cette présentation, nous insisterons sur les découvertes clés de ce travail, ainsi que sur ses limites et ses potentielles opportunités futures. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il est assez judicieux de comprendre donc, comment les données de ce TFE ont été récoltées. Et donc ce travail de recherche s'appuie sur un processus en plusieurs phases. Donc le premier temps de celui-ci se base sur des recherches bibliographiques qui vont me permettre de réaliser l'état de l'art de ce sujet. Donc cependant, le sujet est quand même assez peu traité en architecture et j'ai donc dû me tourner vers d'autres disciplines telles que la psychologie ou encore la sociologie afin de mieux comprendre et saisir le phénomène du sans-abrisme. Donc, dans un second temps, j'ai procédé à une analyse spatiale des différents services d'aide en région de Bruxelles-Capitale et ces données sont mises en lien avec les recensements qui sont réalisés par l'association La Strada afin de comprendre si l'offre actuelle est toujours adaptée à la demande d'aujourd'hui en termes de spatialité aux différentes échelles. Donc, par la suite, je procéderai à un certain nombre d'entretiens avec les différents acteurs concernés afin d'approfondir mes connaissances dans le domaine. Et donc, parallèlement à ce travail de terrain, j'ai pu participer à différents séminaires, des colloques et des workshops qui m'ont permis de rencontrer et de travailler avec d'autres acteurs. Donc, cette recherche et cette phase de recherche a été essentielle car c'est à partir de ce parcours-là que j'ai pu définir les différents leviers urbanistiques et architecturaux qui sont nécessaires à l'élaboration du projet de logement de transit. Donc, la dernière phase de travail sera celle de la concrétisation de toutes ces recherches en un projet. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons établir le contexte général concernant la problématique du sans-abrisme en Belgique. Et donc ces premiers constats vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner les enjeux de cette question. Voilà, donc de façon générale, lorsqu'on parle du sans-domicile fixe, les premières images qui nous viennent à l'esprit, c'est plutôt celle du clochard, généralement un homme dormant dehors. Or, donc, comme l'a mis en évidence Martin Wagner lors de notre entretien, les personnes qui dorment en rue, dans des centres d'hébergement d'urgence ou encore au SAMU social ne représentent en réalité qu'une faible partie du public sans domicile fixe. Donc cette appellation recouvre à différentes réalités, telles que par exemple les personnes qui sont logées au sein de la famille, chez des amis ou qui dorment dans des squats. En plus de ça, donc l'idée que le public est majoritairement composé d'hommes seuls est assez inexacte. Donc effectivement, on a affaire à de plus en plus de familles monoparentales qui sont dirigées par des femmes qui apparaissent dans les services. Donc en plus de ça, il faut savoir que par exemple en région de Bruxelles-Capitale, on a un peu moins de 50% de la population dite sans domicile fixe qui est composée de femmes et d'enfants. Et par rapport à ça, il est assez important de préciser qu'effectivement, les causes du sans-abrisme féminin sont très différentes du sans-abrisme masculin. Donc effectivement, les premières causes du sans-abrisme chez les femmes sont les violences conjugales et intrafamiliales. Il faut également considérer que les femmes sont plus vulnérables en rue et que par conséquent, elles vont mettre en place des stratégies d'évitement de la rue, ce qui va permettre ce qui va rendre en fait une bonne partie du sans-abrisme au féminin invisible. Et donc c'est par rapport à tout ça que j'ai décidé d'orienter mes recherches sur la femme et l'enfant.
Donc par la suite, j'ai pu réaliser une analyse des différents services d'accueil et d'hébergement, ce qui m'a permis de cibler mes recherches sur une seule et unique typologie. Donc sur cette première image, par exemple, nous pouvons observer le dortoir du centre d'hébergement d'urgence Pierre d'Ancre qui se situe à Bruxelles. Et donc nous pouvons voir par le biais de cette image que les personnes qui sont accueillies dorment ensemble et qu'il n'y a aucun procédé d'intimisation des espaces de couchage qui n'est mis en place. Donc, par rapport à cette typologie, donc une femme sans domicile fixe nous dira et mettra en évidence le fait qu'effectivement, la mixité et la promiscuité sont des réels éléments de gêne pour elle et que ça ne va pas lui permettre de se sentir en sécurité ou encore d'accéder à une forme de confort. Donc, la seconde typologie est celle de la maison d'accueil. Donc, par exemple, ici, nous pouvons voir l'espace de vie de la maison d'accueil pour femmes Montfort qui se situe à Jette. Donc, la maison d'accueil offre des chambres individuelles aux occupants et occupantes. Les autres espaces tels que le salon, la cuisine et les salles de bain sont quant à eux partagés. Donc, lors de notre entretien avec justement une des assistantes sociales de ce centre d'accueil, elle dira et expliquera que justement la vie en communauté peut être vraiment pesante pour les usagères et qu'en effet, le fait d'avoir de nombreux espaces partagés et le fait qu'elles soient souvent soumises au regard des autres provoque chez elles, chez certaines d'entre elles, de nouvelles formes de violence. Donc nous avons également une troisième typologie que nous aborderons, qui est celle qui sera choisie pour ce travail de TFE, qui sera donc celle du logement de transit. Donc le logement de transit se traduit par un logement individuel qui va être accompagné par un travailleur ou une travailleuse sociale. Donc ce logement va offrir la possibilité à ses usagers et usagères de réapprendre à être autonomes. Et donc cette typologie va favoriser de façon assez importante la réussite d'une réinsertion par le logement. Donc, par rapport à ça, Martin Wagner met également en évidence les longs temps d'attente pour l'accession aux logements sociaux. Et donc, il est assez important d'offrir plus de structures intermédiaires telles que le transit afin d'offrir un hébergement aux personnes qui sont sans domicile fixe. Voilà, donc nous allons désormais aborder la seconde grande partie de ce travail de fin d'études qui est plus ciblée sur la région de Bruxelles-Capitale et qui se nomme « Une architecture répondant aux besoins des femmes et enfants sans abri en région de Bruxelles-Capitale ». Donc nous allons tout d'abord procéder à une petite analyse de différents éléments. Donc ici sur le graphique de gauche, nous pouvons observer qu'effectivement le public dit sans-abri représente 50%. Or, le public sans logement représente 22%. Donc, dans ce public-ci, nous avons les personnes hébergées justement en maison d'accueil ou encore en logement de transit. Nous savons également que toutes ces places sont déjà prises, donc ce qui montre en fait le manquement d'espaces qui sont dédiés à ce type de structure. Donc, par ailleurs, nous pouvons voir que le nombre de personnes sans abri se situe donc majoritairement en dehors du Pentagone. Or, comme on peut le voir sur les deux cartes réalisées, la majorité des espaces et des services qui sont dédiés aux sans-abri se situent à l'intérieur même du Pentagone. Donc en plus de ça, effectivement, on peut comparer donc, ces deux cartes, ici qui reprennent les maisons d'accueil et ici donc les services d'aide aux sans-abri et les centres d'accueil d'urgence. Et on se rend compte que la quantité de maisons d'accueil est vraiment inférieure par rapport aux autres services. Donc, par rapport à ça, comme le met en évidence du coup Ariane Dierix, qui est la directrice de l'ILO, qui est une association qui lutte contre le sans-abrisme, les politiques qui sont mises en place en réponse à la problématique du sans-abrisme actuellement prônent une gestion par le biais de solutions d'urgence. Malheureusement, ce type de solution n'est qu'une réponse assez brève qui ne va pas permettre à une réinsertion au logement et c'est pourquoi il est important que des solutions plus pérennes telles que le logement de transit soient développées. Voilà, donc grâce à ces recherches, mais également grâce aux divers entretiens que j'ai pu réaliser, il a été possible d'établir différents leviers urbanistiques et architecturaux qui sont nécessaires dans la mise en place de logements de transit pour femmes et enfants. Donc nous allons tout d'abord commencer par les leviers urbanistiques. Voilà, donc parmi ceux-ci, nous avons tout d'abord le levier de la mobilité. Donc effectivement, il est important que le site choisi permette de favoriser la mobilité. Donc effectivement, les femmes majoritairement responsables seules d'une famille doivent pouvoir se déplacer rapidement pour, par exemple, déposer les enfants à l'école, aller faire des courses, etc. Donc toujours dans cette optique de faciliter la vie de ces femmes et de ces enfants, il est important que le site se situe à proximité donc, de commerces, d'écoles, ainsi qu'à divers services et activités qui sont destinés aux enfants ou aux parents. La présence d'espaces verts sera également un plus quant à la qualité de vie. Donc effectivement, ceux-ci vont permettre aux familles de pouvoir changer d'air,
faire diverses activités de façon tout à fait gratuite. Donc ensuite, pour favoriser l'intégration de ces personnes au sein du quartier, il est primordial que celui-ci favorise la mixité socio-économique, mais également culturelle. Et donc enfin, le levier de la réhabilitation est assez intéressant à développer. Donc effectivement, le territoire englobant la région de Bruxelles-Capitale est saturé. Donc par conséquent, c'est très difficile de trouver un terrain qui est libre d'occupation, qui puisse répondre à tous les critères précités. Donc, or, on sait qu'en région de Bruxelles-Capitale, il y a 6,5 millions de mètres carrés qui demeurent vides actuellement. Et donc, il est assez pertinent de s'intéresser dans ce cas-ci à des sites ou à des bâtiments qui sont inoccupés. Donc, par le biais du même processus de recherche et donc grâce à ces entretiens, j'ai pu également mettre en place divers leviers architecturaux qui peuvent être mobilisés pour répondre aux besoins spécifiques du public le plus vulnérable auquel je m'adresse. Donc voilà, donc les premières causes du sans-abrisme étant les violences intrafamiliales et conjugales, il est important que le projet réponde justement à ce besoin de sécurité. Par contre, il faudra faire attention à ce que l'architecture ne révèle pas un aspect trop sécuritaire. Donc dans un second temps, un besoin qui est souvent évoqué est celui d'habiter un simple logement. Et non, comme on peut le voir pour certains projets qui sont mis en place pour ce public, des typologies marginales telles que les tiny houses, les conteneurs habités ou encore des tentes qui ne vont pas répondre à leur aspiration d'être considérés comme appartenant à la société. Donc ensuite, comme dit précédemment, les données de terrain témoignent de l'importance des formes de violence qui sont subies tout au long de leur parcours. Et donc, il est important pour une grande partie d'entre elles de se reconstruire sans hommes. Donc, effectivement, comme j'ai pu encore l'entendre récemment dans des enquêtes, par exemple, donc on a une femme qui, en rue, se fait violer en moyenne toutes les 8 heures. Et donc, il est essentiel pour elle de prendre en compte cette problématique du genre par le biais, donc, dans ce cadre-ci, de la non-mixité au sein des étages qui accueillent les logements de transit. Donc finalement, ces femmes viennent souvent donc, de maisons d'accueil et elles ont un besoin assez fort d'intimité qui les anime. Il faudra par contre faire attention à trouver un équilibre assez harmonieux entre les espaces individuels et communs pour que la solitude et l'enfermement ne viennent pas affecter ces femmes en pleine reconstruction. Voilà, donc pour activer l'ensemble de ces leviers, le site qui a été choisi est celui de l'ancienne caserne militaire Fritz Toussaint, qui se situe à Ixelles. Donc tout d'abord, ce bâtiment dégage une symbolique assez forte, étant donné qu'il représente un ancien haut lieu de pouvoir et du patriarcat, et que donc y implanter des logements pour femmes en marge de la société constitue en quelque sorte une opportunité allant à rebours des formes de domination qui sont à l'œuvre actuellement. Donc de plus, le site va favoriser les leviers urbanistiques définis précédemment. Donc tout d'abord ici, donc, le levier de la mobilité. Donc effectivement, la caserne qui se situe ici se situe au croisement de deux grands axes, donc le boulevard Général Jacques, qui est desservi tout du long par le tram, mais également l'avenue de la Couronne, qui permet de rejoindre le Pentagone, qui est desservi par le bus. On a également, à moins de 5 minutes à pied, la présence de la gare d'Etterbeek. Également, donc, pour répondre à l'accessibilité aux services, on peut se rendre compte qu'à proximité du site qui se situe ici, nous avons divers commerces, on a également des crèches, des écoles qui sont non loin, qui vont permettre justement un accès rapide à ces services. Pour ce qui est de l'accès aux espaces verts, donc le site est situé à proximité ici donc du bois de la Cambre, mais également du parc de la VUB, ou encore un peu plus loin, mais facilement accessible en transport en commun, au parc du Cinquantenaire. Voilà, donc pour ce qui est de la question de la mixité, donc la mixité est tout d'abord présente au sein du quartier, mais également au sein du site avec la mise en place actuellement de l'occupation temporaire CIU. Donc cette occupation temporaire va mettre en place une diversité de fonctions qui peuvent du coup se diriger vers la culture, mais également des fonctions qui sont plus destinées à la communauté, aux familles ou encore à des personnes plus précarisées. Donc il devient vraiment un réel tiers-lieu pour le quartier où ses habitants viennent dans ce site se rencontrer, etc. Donc l'idée du projet est également de pérenniser cette occupation temporaire et la rendre définitive au rez-de-chaussée de certains bâtiments. Voilà, donc ici on peut voir quelques images de cette occupation temporaire. Donc ici nous pouvons voir par exemple le vélodrome qui est mis en place dans la cour centrale. À l'arrière de celui-ci, donc ici, était mis en place également donc, un espace avec un food truck à l'arrière ici où on peut s'asseoir pour boire un verre ou manger quelque chose. Et alors ici c'est un des bâtiments qui est les plus importants dans cette caserne, donc l'ancien manège, à l'intérieur duquel ils viennent mettre différentes expositions aussi au cours du temps. Voilà, donc
Pour établir le projet définitif, j'ai participé et j'ai procédé durant l'atelier Haro à de nombreuses formules qui vont me permettre d'une part de mieux comprendre le site et d'autre part de mieux y intervenir également. Donc ces formules sont parfois très extrêmes, très variées, mais ce qui va me permettre de comprendre la réelle importance des éléments qui sont à l'intérieur de ce site. La formule définitive est celle-ci. Donc, on aura le bâtiment de logement de transit qui est situé ici. Donc, à l'initiale, il n'y avait pas ce bâtiment. Il y avait 2 petits bâtiments situés de cette façon, en rez-de-chaussée, donc avec un toit de tôle. Et donc, ce bâtiment va être reconstruit et va permettre en fait de finir la logique initiale du site. Donc, effectivement, on se rend compte que tous ces bâtiments fonctionnent par binôme. Le seul bâtiment n'ayant pas de binôme était celui-ci. Je suis venue finir cette logique. Donc par la suite, à l'arrière du site, je suis venue reconstruire les bâtiments comme ils étaient à l'origine même de la caserne. Je préserve ce bâtiment-ci qui vient marquer l'angle de celle-ci et également qui est un bâtiment d'importance patrimoniale. Et par contre, vient enlever et retirer les bâtiments qui étaient ici, donc des rez-de-chaussée encore une fois avec pour la majorité des toits de tôle, afin de permettre d'ouvrir cette rue pour offrir un espace vert. Donc effectivement, la rue qui se situe ici ne donne pas d'entrée directe au logement et donc assez anxiogène de base. Venir ouvrir avec un espace vert va permettre justement de pallier à ça. Donc en plus de ça, on garde l'idée d'enceinte en travaillant en fait avec des différences de hauteur. Donc effectivement, on se rend compte qu'à l'initiale, on avait déjà une différence de hauteur entre la voirie qui se situe ici et le sol de la caserne. Donc en plus de ça, ces différences de hauteur vont permettre aussi de marquer, par exemple ici, la séquence d'entrée qui permettra d'accéder au logement pour aussi intimiser. Donc l'intimisation et la sécurisation du projet se fera aussi du coup par le nombre de seuils qui seront à franchir avant de permettre l'entrée à ces logements. Voilà, donc comme on peut le voir ici plus précisément, donc on a les 3 différences de hauteur avec la mise en place du mur qui sera au final un mur habité, qui va garder cette idée d'enceinte, mais qui va permettre une porosité visuelle, tout en gardant justement la limitation physique. Ici, on a un sol qui est public, avec la mise en place d'un espace public ici à l'intérieur du bâtiment, qui va reprendre du coup au rez-de-chaussée un espace de jeu pour enfants, et alors ici, en double hauteur, un espace de workshop. Ici, plus bas, cette différence de hauteur permettra l'intimisation des entrées au logement qui se fera ici. Voilà, donc pour répondre aux besoins d'un simple logement, mais également à ce besoin d'intimité, on a différents appartements qui sont mis en place, donc allant du T1 au T5. Ces appartements sont constitués de 1 à 3 modules. Donc ces modules sont décalés tout d'abord pour pouvoir créer un seuil d'entrée, mais également pour pouvoir permettre d'avoir une loggia privée au logement. Donc, ces appartements sont desservis tout du long par une coursive qui vient aboutir de part et d'autre à la circulation verticale et qui sont également ponctués par des espaces communs aux étages. Voilà, donc pour le processus d'intimisation, on a également un travail de façade qui est fait par la mise en place de mouchards à biais qui vont permettre d'intimiser alors soit les séquences d'entrée au logement, soit également, donc comme on peut le voir ici, la mise en place de ceci pour intimiser les espaces les chambres. Alors, pour ce qui est de la question donc, des espaces communs, on a un grand espace commun qui est situé à l'entrée, au niveau de l'entrée des logements, avec du coup un espace polyvalent qui pourrait servir de salle des devoirs, par exemple pour les enfants, ou encore d'un espace qui puisse accueillir différents ateliers pour les habitants et habitantes. Ensuite ici, donc l'espace public qu'on a pu voir tout à l'heure, avec en partie basse, comme expliqué, donc l'espace de jeu pour les enfants, et en partie haute, l'espace qui est dédié au workshop. Voilà, donc en conclusion, fort de l'implication importante dans le travail de terrain qui est basé sur 8 entretiens, des différentes visites de maisons d'accueil, croisées aussi à des recherches qui sont plus théoriques, j'espère que les besoins spécifiques du public concerné ont été rencontrés grâce à la définition donc, des leviers urbanistiques et architecturaux. Ce travail m'a donc permis d'explorer de nombreuses pistes de recherche. Cependant, certaines d'entre elles sont encore à définir ou à développer. Effectivement, par exemple, il sera assez intéressant d'interviewer plusieurs femmes sans domicile fixe. Malheureusement, ce travail n'a pas pu être réalisé à cause du Covid et du premier confinement. Il serait également intéressant d'activer une recherche plus importante concernant justement ces bâtiments inoccupés afin de mesurer l'ampleur exacte du phénomène.
Donc en effet, quand on sait que la problématique d'accès au logement est grandissante en région de Bruxelles-Capitale, or que la vacancy immobilière prend tout aussi de l'ampleur, ça peut poser question. Et alors il pourrait être intéressant de tester justement la répétabilité de ce projet dans d'autres contextes bruxellois, en se servant en fait des outils qui ont été créés à l'occasion de ce travail. La question de la gouvernance reste également en suspens. Donc, effectivement, étant donné la volonté d'offrir donc des espaces publics, des espaces communs, mais également des espaces privés, il faut se poser la question de comment assurer donc la gestion de ceux-ci et à l'aide de quels outils. Donc, pour conclure, le TFE ne va pas apporter une solution qui peut mettre fin rapidement au sans-abrisme. Cependant, si on lit cette typologie de projet au potentiel de l'occupation temporaire, ça permettrait d'offrir des solutions beaucoup plus rapides et pérennes. Donc, si les politiques qui sont en place s'inspirent de ce type de propositions concernant la problématique du sans-abrisme, cela permettrait à long terme de favoriser une politique de réinsertion au logement plutôt qu'une politique d'urgence. Merci.